Jean-Noël Barrot qui, le week-end dernier, s'est illustré en dissociant la branche politique et la branche militaire du Hezbollah. Qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie de la France dans ce cas précis, Marc Ferracci ? Je comprends que la stratégie, c'est déjà de rendre hommage, d'honorer la mémoire de ces deux soldats. Il y a de la colère autour de ces deux assassinats, parce que je comprends que les circonstances marquent l'existence d'une préméditation autour de ce drame. Et moi, mon sentiment, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer ça. Ça a été dit par Jean-Noël Barrot, ça a été redit par le Premier ministre. S'attaquer à des soldats de la paix, c'est constitutif d'un crime de guerre. Et donc, les autorités libanaises, elles s'y sont engagées, doivent prendre toutes les mesures pour arrêter les coupables. S'ils font partie, comme il semble que ce soit le cas de la branche militaire du Hezbollah, eh bien, ça ne doit évidemment absolument pas empêcher de les traduire en justice. Vous aussi, vous faites le distinguo entre la branche militaire et la branche politique ? En tout état de cause, là, ce sont des gens qui ont commis un assassinat. Donc, j'imagine qu'ils avaient des armes pour ça. Mais fondamentalement, l'existence d'une branche politique, pour répondre à votre question, ne doit évidemment en rien protéger les gens qui ont commis un acte de cette nature. Le Hezbollah reste le Hezbollah. Évidemment. François-Xavier Bellamy. Et moi aussi, je pense bien sûr à tous ceux qui pleurent, ces deux soldats, à leurs familles, à leurs proches. Je pense aussi à leurs frères d'armes blessés, dont nous attendons de meilleures nouvelles, j'espère. Mais je pense que tout cela doit ouvrir enfin les yeux sur la réalité du Hezbollah. Et pour ma part, je le dis depuis des années et je le répète depuis des mois, le Hezbollah est une organisation terroriste qui prend en otage aujourd'hui le Liban, qui a plongé le Liban dans cette guerre suicidaire que le Hezbollah seul a voulu contre Israël. Et la vérité, c'est que le Liban ne retrouvera pas la paix, et pas seulement le Liban, mais nos pays aussi, tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Et c'est maintenant notre devoir, c'est notre engagement qui doit être déterminé pour contribuer à ce désarmement du Hezbollah. De quelle façon ? Que ce désarmement qui est prévu par les résolutions des Nations Unies n'est pas mis en œuvre, non pas à faute de volonté politique du gouvernement actuel du Liban, mais faute tout simplement de moyens. Le Hezbollah, ça a été pendant longtemps la plus importante milice du monde en termes d'armement, et les forces armées libanaises n'ont tout simplement pas les moyens de mener seules ce désarmement qui est pourtant indispensable. Et c'est le cri d'alerte que lance le peuple libanais avec tant de courage depuis si longtemps, toute communauté confondue. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on entre en guerre pour désarmer, pour aider à désarmer le Hezbollah ? On n'entre pas en guerre puisqu'on va simplement renforcer, on doit renforcer les forces armées libanaises en venant d'abord les soutenir matériellement et ensuite nos soldats qui sont aujourd'hui sur le terrain. Et le président de la République l'a dit pour la première fois. Il l'a dit depuis très longtemps, nous le réclamions, on nous expliquait que non, le Hezbollah était une composante de la société libanaise. C'est un élément très important. Là, je souscris à ce que vous venez de dire. On a besoin d'aider l'État libanais à faire le ménage. Et encore une fois, je pense que ça réclame des moyens, ça réclame de la structuration. On a un État qui est évidemment dans une situation extrêmement difficile, qui a été abîmé par des années et des années de guerre. Il est évident que l'intervention israélienne n'aide pas. Mais par rapport à ça, je pense que nous devons toute notre solidarité au peuple libanais, et ça passe par le soutien à l'État libanais pour désarmer le Hezbollah et de manière plus générale, pour faire en sorte que la paix prévale. Et ça suppose évidemment de continuer à aider la FINUL, donc on envoie des armes, on envoie des soldats. La FINUL, aujourd'hui, elle est arrivée au bout d'un schéma. Elle est là depuis 1978. On voit qu'aujourd'hui, quand les soldats de la FINUL ne peuvent pas tirer en premier, ils doivent attendre de se faire tirer dessus pour pouvoir riposter. On n'est plus du tout dans de l'efficacité. Mais les soldats sont là, justement. Et la question, c'est quel est leur mandat ? Et maintenant, il faut que le mandat soit clair. Et pendant trop longtemps, malheureusement, la France et la diplomatie française, comme bien des diplomaties européennes, pas toutes, mais la France, pendant trop longtemps, s'est abîmée dans une espèce d'ambiguïté dans sa relation au Hezbollah en considérant que le Hezbollah était une composante normale. Au moment où on se parle, aucune ambiguïté, pardonnez-moi, il n'y a aucune ambiguïté au moment où on se parle, et les déclarations du président de la République, vous les avez mentionnées, sont très claires sur le fait que tout doit être fait, d'abord pour traduire les coupables de cet assassinat odieux, de ce double assassinat odieux, en justice et les punir, et ensuite pour aider, encore une fois, les autorités libanaises. Mais vous ne me dites pas comment, Marc Ferracci. Vous me dites pas comment. Avec des moyens, avec de la coordination et de la coopération. Ça veut rien dire, ça. Oui, mais si. Pardonnez-moi, mais quand on est un État, on est moins fort que en se mettant ensemble autour de la coopération qui est aujourd'hui en train d'être organisée par le président de la République pour aider l'État libanais. Donc je suis désolé, la France ne peut pas tout faire toute seule. Et je veux bien que... Mais vous me donnez des lieux communs, pardonnez-moi Marc Ferracci, on fait quoi ? On envoie des armes, on entraîne, on envoie des instructeurs, on continue à soutenir la FINUL, on continue à aider diplomatiquement, à aider potentiellement économiquement, avec les moyens dont peut avoir besoin l'État libanais,
ces autorités pour faire le ménage, je le dis encore, autour du Hezbollah. Et ensuite, eh bien, on essaye d'amener avec nous des alliés. Parce que je le dis encore une fois, on ne va pas nous-mêmes, si c'est pour Français, se mettre autour d'une table, je ne sais pas si on va avoir le final cut sur le Hezbollah. On est plus fort quand on met des moyens à plusieurs. La première chose à faire, je le redis, c'est de transformer le mandat de la FINUL. Aujourd'hui, la FINUL doit pouvoir intervenir pour faire appliquer, je le répète, les résolutions des Nations Unies. Les résolutions des Nations Unies prévoient le désarmement des milices et le monopole des forces armées libanaises sur les armes au Liban. Et donc, il faut maintenant que les Nations Unies puissent mettre leurs forces au service de ce mandat. Ça veut dire que si vous changez le mandat de la FINUL, François-Xavier Bellamy, ça veut dire que vous mettez des soldats au feu. Ça veut dire que s'ils peuvent tirer, ils sont au feu. Mais ils sont au feu. Vous le voyez bien. Je sais bien. Et la vérité, mais ça veut dire qu'ils ne sont plus que dans un rôle défensif. Je le répète, la vérité, c'est que c'est notre sécurité qui est en jeu aussi. Et c'est pour ça que, à mon immense regret, la France a commis une faute majeure, y compris contre sa propre sécurité, quand, il y a quelques années, le président de la République soutenait le candidat du Hezbollah pour l'élection présidentielle au Liban. La France a commis une faute immense vis-à-vis du peuple libanais, mais aussi vis-à-vis de tout le peuple français, lorsque pendant trop longtemps, elle a entretenu l'ambiguïté, et lorsqu'aujourd'hui encore, elle fait comme si Israël était, et je l'entends dans les dernières déclarations du président de la République, responsable de cette situation. Pourquoi Israël s'est engagé au Liban tout récemment? Parce que Israël a été ciblé par les tirs de roquettes du Hezbollah. Et c'est le Hezbollah tout seul qui a plongé le Liban dans cette situation accablante. Et donc maintenant, il faut réagir. Pourquoi? Parce que le Hezbollah n'est pas seulement une milice qui met aujourd'hui le peuple libanais dans cette situation de danger majeur. La vérité, c'est que le Hezbollah est aussi non seulement une milice islamiste terroriste, mais aussi une milice qui vit à travers l'utilisation de toutes les mafias possibles. Est-ce que vous savez que le Hezbollah contrôle 20% du trafic de cocaïne mondial? Le Hezbollah, aujourd'hui, c'est un acteur de tout le crime organisé, y compris dans nos pays. Et à travers le Hezbollah, c'est en réalité le régime iranien qui opère dans nos propres pays, y compris pour y conduire des assassinats politiques. Donc, maintenant, il faut mettre un terme à ce cancer qui met en danger non seulement le Liban, mais aussi toute la région. Et c'est notre devoir, en particulier pour nous, la France, qui avons une si grande responsabilité au Liban, que de nous engager enfin en première ligne, plutôt que de laisser nos soldats au Liban être ciblés par ces opérations terroristes, aller désarmer les terroristes pour pouvoir protéger le Liban et protéger nos pays. Je pense qu'on a besoin de convaincre personne qu'il faut démanteler, désarmer le Hezbollah. Malheureusement, ensuite, ça fait très longtemps qu'on répète ça et ça fait très longtemps qu'on avait le droit à une forme d'ironie condescendante de la part de gens qui nous expliquaient que le Hezbollah est partie de la société libanaise et qu'on y fera jamais. D'un côté, vous nous dites, et j'y souscris, il faut que la force de l'ONU, la FINUL, ait les moyens à la fois juridiques avec une évolution de son mandat, mais aussi les moyens militaires, économiques et en effectif pour mener à bien cette tâche de désarmement. Et de l'autre côté, vous soutenez l'intervention d'Israël qui se fait hors de tout mandat, hors de tout cadre juridique international. Il faut un peu de cohérence. Mais Israël se défend, M. Ferracci. Moi, je défends l'idée que c'est à l'État libanais, avec tout le soutien que peut lui apporter la FINUL, avec tout le soutien diplomatique, militaire, économique, si la question se pose, que peuvent lui apporter des alliés comme la France, qui est en train d'essayer de rassembler d'autres pays autour d'elle, que les choses se feront. Et je pense qu'il faut garder l'idée que l'État libanais est un État souverain, et qu'il a besoin de se défendre lui-même contre le Hezbollah. Voilà. Mais c'est aussi ce que pense Israël. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Israéliens et le gouvernement libanais sont en train de discuter, ce qui est une chance historique que nous avons le devoir d'encourager. Et on verra où sans nous mènent ces négociations qui ont débuté à Washington. François-Xavier Bellamy, Marc Ferracci, vous avez tous les deux, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, débuté un débat sur X. C'est pour ça qu'on a voulu l'organiser ici, parce que c'est quand même mieux sur Europe 1. Marc Ferracci, vous vous étiez adressé il y a une semaine pile à François-Xavier Bellamy à ce micro, ici même, en expliquant que sur la ligne de production de l'usine Stellantis à Sochaux, il y avait 58 nationalités. On vous réécoute. J'aimerais inviter François-Xavier Bellamy à faire la visite que j'ai faite il y a quelques mois. On parlait de l'industrie de Stellantis, dans une autre usine de Stellantis à Sochaux, l'usine historique. Sur la ligne de production, il y a 58 nationalités dans cette usine. Dans l'industrie, si on veut industrialiser le pays, on ne sait pas faire. Sans l'immigration régulière en l'occurrence. Ça, c'est le premier point. Vous voulez dire, il n'y a pas assez de personnes en France. Il faut avoir ce principe de réalité en tête. Alors, réponse de l'intéressé François-Xavier Bellamy. D'abord, merci d'organiser ce débat parce que je pense que la question est fondamentale. J'ai deux choses très importantes à dire sur le sujet. La première, c'est que d'abord, je crois que ce qui manque aujourd'hui à l'industrie automobile et ce qui fait qu'elle traverse en France en particulier une crise absolument existentielle, c'est pas plus d'immigration. Ce qui lui manque, c'est
qu'on lui laisse les moyens de produire ce qu'elle sait faire. Et cette visite que vous avez faite à l'usine Stellantis à Sochaux, je ne sais pas si c'était une manière d'aller constater les dégâts de la politique dramatique du président de la République sur l'automobile. Non, c'était de constater que les véhicules électriques qui étaient produits sur ces lignes de production sont en train de pénétrer le marché et se vendent très très bien. Ah oui, parlons-en. Voilà. Stellantis, ça fait 20 milliards d'euros de pertes l'an dernier. C'est la plus grande perte industrielle qui ait jamais été réalisée par un groupe français dans l'histoire. Et pourquoi ? En particulier à cause de l'agenda délirant du 100% véhicule électrique qui a été porté par le président de la République, voté par les élus macronistes et par toute la gauche, et auquel je me suis opposé. Et je suis fier de m'y être opposé parce qu'aujourd'hui, enfin, on va rouvrir ce texte pour pouvoir corriger la catastrophe idéologique qui a été causée à notre industrie automobile. J'espère qu'il est encore temps. Mais je crois que ce qui manque aujourd'hui à notre industrie, c'est pas plus d'immigration, c'est d'abord d'avoir les moyens, la liberté, la capacité de produire, de pouvoir être enfin libéré du poids de ces charges, de ces contraintes, de cette fiscalité étouffante, de cette idéologie, encore une fois, qui a pesé sur elle et qui a causé sa faillite. Et la deuxième chose... Si je peux répondre au moins sur ce premier point. Je vous laisse continuer. Et je rappelle que vous étiez ministre de l'énergie et de l'industrie. Je ne méconnais pas l'impact de la réglementation européenne sur nos constructeurs et les difficultés que ça pose à toute la chaîne de valeur. Oui, bien sûr. Il se trouve que ce que vous évoquez, c'est-à-dire la révision du règlement qui impose aux constructeurs d'émettre moins de CO2, et donc de produire plus de véhicules électriques, a été défendu par la France. Et les ajustements ont été défendus par la France avec une contrepartie importante quand même. Et vous oubliez soigneusement d'en parler. C'est que pour ajuster ce règlement et faire en sorte qu'il y ait des souplesses et qu'on ne soit pas obligé de passer en 2035 aux véhicules électriques de manière aussi massive et rapide, on a demandé une contrepartie qui était le principe de préférence européenne. Ça veut dire que dans les discussions que nous avons eues avec la Commission européenne, eh bien nous avons essayé et obtenu que ce principe de préférence européenne, qui consiste à faire en sorte que les véhicules électriques ou pas électriques d'ailleurs, qui sont vendus, soient produits avec un contenu local en Europe, eh bien ça, c'est quelque chose qui est cohérent. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, à un moment ou à un autre, de décarboner notre économie. Et ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Iran montre bien que cette dépendance aux énergies fossiles est l'éléphant dans la pièce contre lequel nous devons lutter. Et si on ne lutte pas, en essayant de décarboner, en essayant d'électrifier, en essayant de structurer nos filières industrielles, et en particulier celle du véhicule électrique, nous serons demain toujours aussi dépendants. C'est ça que je veux vous dire. Et sur l'immigration, juste un point. N'essayez pas de mêler les sujets. On peut avoir une politique visant à faire venir des gens qui sont des gens de talent, et il y a des gens de talent, tout en ayant une politique industrielle, une politique de compétitivité, une politique de réduction des coûts. Et voilà, et donc ne mélangeons pas les deux. Ce sont deux sujets différents, d'abord peut-être sur l'industrie et ensuite sur l'immigration. François-Xavier D'abord sur l'industrie automobile, cette révision, pardon de le dire, avec beaucoup de simplicité, mais je reviens de Bruxelles et c'est comme ça que les choses se passent au Parlement européen et dans les institutions, c'est nous qui l'avons obtenu. Parce que la vérité, c'est que l'agenda qu'avait porté le macronisme, c'est la droite européenne, c'est le PPE. Nous sommes la première force politique en Europe et c'est la victoire du PPE. J'ai moi-même défendu cette position-là à différents conseils européens. Monsieur Ferracci, vous êtes en train, dans ce cas, vous êtes en train de défendre l'idée qu'il faut corriger les catastrophes que vous avez vous-même produites. Non. Parce qu'en fait, en réalité, cet agenda, c'est vous qui l'avez défendu. Chacun doit assumer ses responsabilités, monsieur Ferracci. Et moi, je dis une chose très simple sur le contenu local. On défend la même chose et c'est un combat français. Et on défendra aussi le contenu local, bien sûr, parce qu'il faut qu'on arrive à retrouver une stratégie de production industrielle dans nos pays face à la compétition énorme et totalement déloyale que nous impose aujourd'hui une puissance industrielle comme la Chine. Mais la vérité, c'est qu'on ne se sortira pas de la crise actuelle juste avec du contenu local. On s'en sortira d'abord en rendant de la compétitivité à nos entreprises. On peut imposer tout le contenu local qu'on voudra. Si à la fin, on asphyxie nos entreprises, en fait, on ne s'en sortira pas. Je partage. Donc, maintenant, si je peux réagir sur ce point, rapidement, c'est un point important. Sur ce sujet de compétitivité qui nous a beaucoup occupés dans nos échanges, puisque vous avez critiqué l'inaction totale des gouvernements d'Emmanuel Macron en matière de baisse de la fiscalité sur les entreprises, en matière de baisse du coût du travail. Et là, je m'inscris en faux contre ça. Des efforts sur la compétitivité, ils ont été faits. Nous avons été les premiers gouvernements à baisser les impôts de production en 2021, jusqu'à 20 milliards d'euros de baisse de la CVAE, de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Nous avons été, pardonnez-moi, je ne peux pas laisser passer ce que vous avez dit et ce que vous suggérez, c'est-à-dire que rien n'aurait été fait sur la compétitivité. Ah non, mais pire que ça, ce qui a été fait, c'est de baisser le coût du travail. C'est de couler encore plus pendant ces 10 dernières années. Vous savez, à un moment ou à un autre, il faut se retourner un petit peu sur l'histoire et aussi sur l'histoire de sa famille politique. Les efforts qui ont été faits en matière de baisse des impôts de production par les gouvernements d'Emmanuel Macron n'ont pas été faits par les gouvernements précédents, qu'il s'agisse des gouvernements socialistes. Mais moi, j'ai jamais prétendu que tout était tout rose avant. Avant d'expliquer que nous avons tout mal fait, regardez où nous partions
D'où nous partions, c'était une situation pour notre industrie globale qui détruisait des emplois et qui fermait des sites en termes nets. Depuis 2017, nous avons créé des emplois, plus de 100 000 dans l'industrie, c'est-à-dire des créations plus que des destructions, et nous avons rouvert des usines. Donc on peut dire qu'on n'a pas fait assez, et moi je suis d'accord qu'il faut encore faire des réformes sur la compétitivité, sur le coût du travail, sur la fiscalité. Mais partir du principe que rien n'a été fait, c'est ce que vous avez écrit très précisément, et c'est pour ça que je me suis permis de réagir. Je l'assume, monsieur Ferracci. Mais non, mais vous n'avez rien à assumer parce que c'est faux. Mais bien sûr, faux. Mais je continue de le dire, et d'ailleurs, tous les Français le voient. La vérité, c'est que si notre pays fait chaque année un nouveau record de déficit commercial, c'est parce que la compétitivité de la France n'a cessé de se dégrader. Et c'est une réalité. Cette compétitivité mais dans ce cas-là, on peut peut-être a été rétablie, et la politique de l'offre... Non, elle n'a pas été rétablie, pardon. Enfin, c'est absurde. Monsieur Ferracci, on a aujourd'hui encore les impôts les plus élevés de l'OCDE. On a les prélèvements obligatoires les plus lourds de toute l'Europe. On a aujourd'hui un pays qui est d'accord avec ça, monsieur Bellamy. Et donc, mais ce que je dis... Est-ce que pendant 10 ans, vraiment, on a pu rendre aux entreprises le cadre radieux et libre dont elles ont besoin pour prospérer? La vérité, c'est que non, monsieur Ferracci. En 10 ans, on a créé 2 millions d'emplois. En 10 ans, on a atteint le taux d'emploi le plus élevé dans toute notre histoire économique. Mais ça, c'est faux. Mais c'est faux, monsieur. Mais arrêtez. Mais bien sûr que oui. Le taux d'emploi, le meilleur qui a été atteint dans les dernières années, c'est le même que celui de 2007. Donc, vous voyez, je dis. Mais c'est la vérité. Tout le monde pourra le vérifier. Mais tout le monde ira le vérifier. Et regardez par rapport maintenant à nos voisins européens. La réalité, c'est que la situation du chômage en France qui repart d'ailleurs à la hausse. C'est lui qui avait la parole, pardonnez-moi, vous dites que vous l'interrompez, mais c'est lui qui avait la parole. Et d'ailleurs, je voudrais quand même qu'on parle d'immigration, puisqu'on parlait quand même des 58 nationalités présentes. Justement, peut-être. À l'usine une transition avec le chômage, parce que c'est quand même de ça qu'on parle. La compétitivité de la France, elle est tellement radieuse qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est quand même très nettement supérieur à la moyenne européenne. Donc si on se compare à nos voisins avec les mêmes règles et la même monnaie, on n'a pas du tout la même situation. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne crois pas un seul instant qu'on ait besoin d'immigration pour pouvoir réussir à réindustrialiser la France. Bien sûr que non. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui des millions de Français au chômage et qui vivent le drame du chômage. Et que dire qu'on aurait besoin de faire venir de la main-d'œuvre d'ailleurs, c'est d'abord mépriser ces Français qui souffrent d'être privés d'un emploi, et c'est ensuite mépriser la réalité du travail qu'on doit faire pour la compétitivité. Ce que vous méprisez, c'est les faits, monsieur. Vous raisonnez. Non, mais il faut quand même que j'intervienne. Vous raisonnez comme un socialiste. Vous raisonnez comme un socialiste parce que vous avez une vision du marché du travail et du travail comme d'un gâteau qu'on se partage. S'il y a des immigrés, ils vont venir prendre le travail des Français, et le fait qu'il y ait de l'immigration va empêcher des gens de retrouver un emploi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis pas ça, exactement. Je dis que avant de penser qu'on aurait besoin de faire venir des gens d'ailleurs. C'est le raisonnement sous-jacent. C'est l'idée que le travail est un gâteau qui se partage. C'est exactement le même raisonnement qui a mené les socialistes à dire que en passant aux 35 heures, c'est-à-dire en partageant le gâteau différemment, on allait créer des emplois. Et ça, c'est une erreur de raisonnement fondamentale. Tous les jours sur le marché du travail, il y a des emplois qui se créent, des emplois qui se détruisent. Tous les jours sur le marché du travail, il y a des gens qui quittent leur emploi et des gens qui retrouvent leur emploi. C'est une dynamique, le marché du travail. Et quand on a eu des vagues d'immigration, ça s'est passé au moment des rapatriés d'Algérie, par exemple, en France. On a constaté qu'après ces vagues d'immigration, qui étaient massives, bien plus massives que ce qui peut nous occuper aujourd'hui, eh bien, les salaires n'ont pas baissé pour les gens qui étaient déjà présents, l'emploi n'a pas diminué. Et pourquoi ? Parce que les choses se recomposent. Mais pardonnez-moi, mais on est en train. C'est vrai, il y avait une dynamique industrielle qui n'existe plus aujourd'hui. Vous me faites dire le contraire. Vous me faites dire ce que je ne dis pas. Mais non, mais vous me faites dire ce que je ne dis pas. Donnez-moi une seule étude. Parce que ça, sur Twitter, ça n'existait pas dans vos échanges. Bien sûr, c'est bien. C'est pour ça que c'est bien qu'on explique un petit peu. Les études qui ont étudié cette question très importante que nous soulevons et que nous débattons, qui est l'impact de l'immigration sur l'emploi des gens qui sont déjà là. Mais vous prenez le problème à l'envers. Je n'ai jamais dit, monsieur Ferracci, je n'ai jamais dit que l'immigration crée du chômage. C'est qu'on peut donner du travail à tout le monde. Et c'est ça que nous disent aujourd'hui tous les résultats. Vous dites la même chose si vous ne prenez pas le... Et donc arrêtez de dire que je méprise les gens qui ont le chômage. J'ai consacré ma vie professionnelle à lutter contre le chômage, à lutter contre l'exclusion, à lutter contre ce fléau. Et vous me dites que je ne respecte pas, voire que je méprise les gens qui sont au chômage. Mais je suis désolé, très sincèrement, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je n'ai jamais dit que l'immigration crée du chômage. Je dis simplement que dans un pays où il y a des millions de chômeurs, aujourd'hui, plus de 3 millions de chômeurs au sens de Pôle emploi, des millions de chômeurs. C'est notre pays aujourd'hui. Raisonnement, vous y avez... Attendez, je n'ai pas fini ma phrase. Est-ce que je peux terminer ? Dans ce pays-là, expliquer qu'on aurait impérativement besoin, pour réindustrialiser la France, de faire venir des travailleurs de l'étranger, c'est faire comme si ces millions de chômeurs n'existaient pas. Donc oui, c'est les mépriser. Et je maintiens ce que je viens de dire. Je ne dis pas que l'immigration crée du chômage. Je dis juste que dans un pays où il y a un chômage structurellement élevé, on a d'abord besoin de rendre du travail à ces gens qui sont en France, à ces Français qui cherchent du boulot, plutôt que de faire croire qu'on aurait besoin de faire venir des gens d'ailleurs. Et une dernière chose qui m'a beaucoup choqué dans votre propos, et j'assume que là, pour le coup, on a un différent moral évident.
c'est que vous expliquez maintenant, puisque tout ceci vient à cause du règlement retour sur lequel je travaille au Parlement européen et que tous les députés macronistes ont décidé de ne pas voter. Ce règlement, il permet de lutter contre l'immigration illégale. Et vous expliquez qu'on aurait besoin d'immigration illégale. Non, si, vous avez dit qu'il fallait faire d'immigration régulière. Vous avez dit qu'il fallait faire comme M. Sanchez. Et vous avez maintenu votre propos dans l'échange que nous avons eu sur Twitter. On va mettre les choses au point. Vous avez entendu le mot illégal. Mais le point de départ de ce débat, c'est ce qui se passe en Espagne. Et moi, je me suis opposé à ce que fait le gouvernement espagnol. Et vous l'avez soutenu en disant qu'on avait besoin de ça. Moi, je crois qu'on n'a jamais de raison de soutenir une immigration irrégulière. C'est le point de départ du débat. On va parler de l'Espagne dans un instant, s'il vous plaît. De ma réaction. On va parler de l'Espagne dans un instant. Et je vais reprendre la parole. Vous plaisantez. Repassez l'extrait, monsieur Duvineau, je vous en prie. La vérité de cette histoire, c'est que ça commence avec le débat sur l'Espagne. On va repasser l'extrait. Un débat, on parlait de l'Espagne. 500 000 migrants régularisés. Bruno Retailleau appelle à mettre l'Espagne au banc des nations. Comment est-ce que vous avez apprécié cette phrase, Marc Ferracci ? Bon, on peut avoir un débat, comme on l'a, vif, sur la question des régularisations, de l'immigration illégale, de l'immigration régulière. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que vous m'engueulez ? Non, je sais pas à vous que j'adresse mon propos, Pierre de Villeneuve. Vous avez l'air en revanche, moi j'ai été choqué par les propos de Bruno Retailleau. Parce que mettre un pays ami, un pays souverain, un pays qui est un partenaire de longue date, un pays qui est rentré dans l'Union européenne en 1986, au banc des nations européennes, je trouve que ça n'est pas digne, ça n'est pas à la hauteur. Appeler à plus de coordination, interpeller Pedro Sanchez parce qu'on n'est pas d'accord avec sa politique, on peut le faire, vous le faites. Moi, je le fais en appelant à plus de coordination et pas forcément en remettant en question ses choix. Et pourquoi je pense qu'il faut être prudent quand on remet en question ses choix ? Parce que d'autres ont fait des promesses. On fait des promesses que nous avons pu constater en Italie avec Giorgia Meloni qui a dit qu'elle stopperait l'immigration et qui a relevé ses quotas migratoires. Ces quotas migratoires qui sont aujourd'hui de l'ordre de 450 000 personnes. Ces quotas migratoires, ils vont donner lieu à des régularisations. Ce ne sera pas 450 000 régularisations, mais vous le savez, parce que vous connaissez bien les règles. Elle délivre des titres de séjour. Non, elle délivre des titres de séjour, mais une partie de ces titres de séjour je dis pas que je suis d'accord avec ça, sont accessibles, pardonnez-moi. Elle délivre des titres de séjour qui sont accessibles, c'est ce que disent les textes italiens, à des gens qui sont présents sur le territoire italien. Et donc, qui sont forcément en situation irrégulière. Ils auraient qui ont déjà un titre de séjour pour un autre motif et qui peuvent rester ensuite et qui sont légalement sur le territoire italien. Non, encore une fois, des régularisations seront possibles. Par milliers, grâce à ce qu'a décidé Giorgia Meloni. Non. Donc, à un moment ou à un autre, je pense que ce principe de réalité que j'évoquais dans le propos que j'ai tenu la semaine dernière sur ce plateau, il faut l'avoir en tête. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas discuter, collaborer, se coordonner et faire en sorte que la politique migratoire espagnole prenne plus en considération ce que nous pensons ? Je pense que oui. Mais dire qu'il faut mettre l'Espagne au banc des nations, je pense que ça n'est pas raisonnable. Et juste pour terminer sur ces régularisations, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que nous avons régularisé sous tous les gouvernements depuis 20 ans. J'ai regardé les chiffres sous Nicolas Sarkozy, en 2007-2011, c'était 150 000 régularisations. Donc, à un moment ou à un autre, il faut prendre en compte ce que sont, pas simplement les besoins de l'économie, mais prendre en compte aussi la parole des entrepreneurs, la parole des hôpitaux qui ont besoin de main-d'œuvre, la parole de nos EHPAD, la parole de tous les secteurs d'activité qui ne trouvent pas toujours de la main-d'œuvre française pour pourvoir des postes vacants. François-Xavier Bellamy. Mais encore une fois, moi je voudrais prendre en compte la parole de ces millions de Français qui cherchent du travail en France et qui méritent d'être entendus. Sur la question de l'immigration, moi je suis d'accord avec Bruno Retailleau qui lance l'alerte aujourd'hui sur ce que fait le gouvernement de Pedro Sanchez. Est-ce que c'était la bonne formule de mettre au banc l'Espagne ? Mais ce qui compte, c'est de mettre au banc le gouvernement espagnol, de le mettre devant ses responsabilités et en effet de faire en sorte... Mais vous savez, Marc Ferracci, on est dans un même continent européen. On a le même espace Schengen. À partir de ce moment-là, il faut que chacun assume de protéger nos règles communes. Et le fait est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme quelqu'un qui, malheureusement comme la France, avec la même monnaie unique, aurait une trajectoire budgétaire délirante qui mettrait en danger tout le monde. Tout le monde se regarde en se disant « mais cette personne nous met en risque ». Eh bien aujourd'hui, c'est ce que fait l'Espagne. 1,5 million de migrants, dont d'ailleurs... Beaucoup sont aujourd'hui en train de partir de France pour aller en Espagne pour pouvoir être régularisés, contournant de ce fait nos propres textes et notre propre droit et nos propres décisions souveraines. Donc la souveraineté, ça ne marche pas que dans un seul sens. Il faut faire quoi ? On rétablit les frontières ? Sur le principe, je reviens sur le principe parce que je pense que c'est quand même un sujet extrêmement important. Le débat sur la question de savoir si on a besoin, oui ou non, de plus d'immigration, c'est un débat qu'on peut avoir et
Et vous parlez de l'Italie, je crois que je ne ferai pas le même choix que Giorgia Meloni. Je viens d'expliquer pourquoi je ne pense pas que la France ait besoin de plus d'immigration légale. Mais c'est une discussion et après tout, le débat est pertinent. La question de savoir si notre économie implique qu'on ait besoin de plus d'immigration et que cela passe par des régularisations, cela pour le coup me heurte profondément. Parce que ça signifie en réalité qu'on accepte que des gens soient récompensés pour avoir violé nos frontières, pour avoir transgressé nos lois, pour avoir choisi d'entrer sur notre sol dans l'illégalité. Vous êtes et déconnecté. Pardonnez-moi, je ne peux pas laisser passer ça. Je vous relaisse la parole jusqu'après. J'ai été pendant des années responsable de formation à l'université. J'ai eu des étudiants étrangers dans les masters que je dirigeais. Des étudiants qui étaient là parfaitement légalement, qui étaient rentrés légalement, qui avaient un titre de séjour. Des titres de séjour qui arrivent à échéance au bout d'un moment. Et se trouvent ces étudiants dans l'illégalité, dans l'irrégularité. Considérer que ces gens sont des criminels, des délinquants, considérer qu'ils avaient violé notre droit. C'est un fait. Considérer qu'ils seraient rentrés illégalement, ça n'est pas vrai. Parce que restés illégalement. Beaucoup de ces personnes ont parfois d'ailleurs bénéficié de notre système de formation, avec les coûts que ça implique, souhaitent contribuer à notre économie. Je pense que c'est une richesse que d'avoir des talents issus de l'immigration. Mais donc c'est à eux de décider ou c'est au pays de le décider? Et donc, je pense qu'on ne traite pas de la même manière des gens qui rentrent de manière illégale et des gens qui restent de manière illégale. Leur titre de séjour arriver à échéance alors qu'ils ont contribué. Non, justement, nous avons une différence de principe. Et vous savez, lors du débat sur la loi immigration en 2023, nous débattions d'un article sur la régularisation dans les métiers en tension. Et moi, j'avais poussé pour un amendement qui vise à faire cette distinction entre les gens qui sont rentrés de manière illégale, dont je considère, comme vous, qu'ils n'ont pas respecté des principes moraux et des règles, et donc ils ne doivent pas avoir accès à la régularisation quand bien même ils étaient dans des métiers en tension, et puis les gens qui bossent dans l'arrière-boutique de nos restaurants, qui bossent dans nos EHPAD. Mais parmi eux, il y en a beaucoup qui sont rentrés de manière illégale aussi. Je parle justement de ceux qui ne sont pas rentrés de manière illégale, mais de manière parfaitement légale, et qui restent. Et la différence, c'est qu'à un moment, vous violez le droit du pays dans lequel vous êtes. Le principe de réalité qui fait que vous avez passé 1 an, 2 ans, 3 ans sur le territoire, que vous y avez commencé à construire votre intégration à travers le travail, mais attendez, que vous avez, pardonnez-moi, que vous avez répondu à des besoins. Qu'est-ce que c'est le principe de réalité? Le principe de réalité, dans la Constitution. Le principe de réalité, Pierre de Villeneuve, c'est par exemple d'écouter les artisans, d'écouter les entrepreneurs, d'écouter les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Et ce principe de réalité, c'est de dire qu'il faut distinguer cette situation de quelqu'un qui rentre de manière illégale et cette situation de quelqu'un qui a fait les démarches pour rentrer de manière légale qui arrive au bout de ce point. Donc là maintenant, on a M. Ferracci qui a été ministre de l'Industrie qui est en train de justifier le fait que des employeurs fassent travailler au noir des gens qui sont illégalement présents sur le sol français. Quand on vous écoute, c'est ce que vous venez de faire. C'est ce que vous venez de faire. Vous êtes en train de me mettre sur le dos les conséquences d'une politique qui ne tient pas compte de ce principe de réalité. Non mais à un moment, on va juste. Est-ce que vous parlez d'Italie? Est-ce qu'on peut vous répondre, Monsieur Ferracci? C'est pas moi. Quand il y a eu, juste point, et je vous laisse la parole, quand il y a eu des régularisations en Italie, on s'est intéressé à ce que devenaient les gens et on s'est posé la question de savoir si la délinquance, qui est souvent associée à l'immigration, était supérieure ou inférieure. Mais justement, quand on régularise les gens, on constate que la délinquance baisse. Donc à un moment, il faut aussi que ce principe de réalité vous soit connu, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons morales, parce que je le dis encore une fois, on ne traite pas les gens de la même manière, et aussi pour des raisons d'ordre public. Réponse. Il y a un principe très simple. Rentrer ou rester illégalement sur le sol d'un pays, pas seulement la France, n'importe quel pays, rentrer ou rester illégalement, c'est violer la loi, c'est tout. Et donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, je ne sais pas si vous le diriez à tous les Français, violer la loi et on s'arrangera ensuite. Non, c'est ça votre message. Et quand on vous écoute, est-ce que je peux vous répondre? Pardon, je vous ai écouté, maintenant j'aimerais aller au bout de mon raisonnement. Quand on vous écoute, on comprend pourquoi le macronisme a été une défaillance totale sur le sujet migratoire. Jamais la France n'a autant délivré de titres d'immigration légale. Et jamais elle n'a aussi peu lutté contre l'immigration illégale que sous les différents gouvernements d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer à travers votre principe de réalité, c'est en fait qu'il faudrait accepter un principe de démission, un principe d'abdication de notre droit. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut violer la loi et ensuite on s'arrange. On peut transgresser nos frontières et ensuite on se débrouille. Les Français, eux, pour le coup, quand ils violent la loi, ils le payent cash. Et c'est normal d'ailleurs. Les Français, quand ils violent la loi, ils savent qu'ils s'exposent à des sanctions. Pourquoi des étrangers qui violent notre droit auraient-ils, eux, le droit qu'on considère que c'est normal de régulariser leur situation? Moi, je le dis très clairement. La question de l'immigration légale, c'est un débat. La lutte contre l'immigration illégale, ça ne devrait pas être un débat. Ça ne devrait pas être un débat. Je fais une réponse.
Moi, je vote, et j'ai voté le projet de loi immigration qui prévoit d'expulser les gens qui sont en situation irrégulière. Avec le succès qu'on connaît. Je dis, et je le dis très clairement, si on ne tient pas compte des situations particulières, et c'est ce qu'ont fait tous les présidents, y compris Nicolas Sarkozy, y compris François Hollande, y compris Giorgia Meloni, si on ne tient pas compte de ces situations particulières, on a un problème par rapport à ce principe de réalité qui est à la fois économique, démographique et aussi moral. Voilà. Mais je ne sais pas ce que c'est que ce principe de réalité. Moi, je connais la loi, le droit, et avec le règlement retour, contre tous les macronistes sont conformes à la loi. Et contre toute la gauche. Les régularisations sont conformes à la loi. Sur Twitter, ou alors vous reviendrez pour une deuxième saison, parce que je pense qu'on va en faire un feuilleton. Merci beaucoup Marc Ferracci et François-Xavier Bellamy.